C'est pas un métier, médecin. C'est quoi? Une espèce de malédiction. Quoi de neuf aujourd'hui, docteur? Mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. Voix de médecin, le podcast de témoignages de What's Up Doc qui vous emmène dans l'intimité de l'exercice médical. C'est plutôt de la patientèle rurale. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi. Je sais pas, il y a un truc du rural ou du semi-rural qui me touche. Je sais pas, il y a un cadre, il y a une ambiance. Je sais pas trop expliquer comment, mais ce cadre-là me semble plus agréable que le cadre vraiment strictement du travail en ville. Lorraine Audia est médecin généraliste remplaçante à Haute-Marsheim, près de Mulhouse, depuis 2 ans. Bonjour. Merci beaucoup de passer me prendre. Mais pas de soucis. On est à Haute-Marsheim, dans cette petite maison de santé. C'est un petit village de 2000 habitants, à peu près, un peu moins. Et on voit déjà que le parking est plein à craquer. Avec elle, nous avons parlé des 5 sens, de ruralité et d'humilité. C'est l'entrée des artistes. La médecine, elle n'est pas apparue spontanément comme ça chez moi, parce que j'ai pas de proches médecins autour de moi. Et de la médecine, j'y connaissais à peu près rien. La seule chose dont j'étais à peu près certaine, c'est que je voulais faire un métier de soins, prendre soin des autres. Quand j'étais en terminale, mon prof d'SVT avait organisé une prépa médecine et je m'étais inscrite à ces cours-là, j'avais bien aimé et je me suis dit pourquoi pas. J'ai pas eu la vocation de la médecine en me disant c'est vraiment ça que je veux faire, mais ça s'est fait au fur et à mesure et le métier je l'ai vraiment découvert ensuite quand j'étais sur le terrain. Au départ, je voulais faire de la psychiatrie. C'est un peu cette idée d'aider l'autre, cette idée aussi de la santé mentale qui à mon sens est hyper importante. Et en 4e année de médecine, j'ai fait un stage chez une médecin généraliste dans un petit village où habitent mes parents, à Heinsbrunn. Et j'ai découvert la médecine générale avec elle. Et là, je me suis dit, ah ouais, donc la médecine générale, c'est ça. En une journée de consulte, on peut faire un vaccin pour un nourrisson, voir un patient pour un lumbago, une sinusite, discuter avec un patient en burn-out. C'est une spécialité qui est tellement complexe parce qu'elle aborde déjà toutes les générations et on peut voir toutes les pathologies, des trucs chroniques aux trucs simples, aux trucs aigus, subaigus. Et je me suis dit... Moi, je pense que c'est une spécialité qui est complète et c'est peut-être ça qu'il faut que je choisisse à mon internat. Bonjour, installez-vous. Dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ? Alors moi, ce qui m'amène, docteur Audia, c'est que j'ai dû faire une analyse d'urine parce que je me fais opérer du calcul dans mon rein. Oui, c'est vrai, le fameux là qu'on avait découvert il y a longtemps. Oui. Tous les jours, elle a envie de venir. Désolée pour le mot, mais je sais pas comment le dire autrement. C'est le mot. Dimanche, elle a passé sa journée couchée. Je sais pas quoi faire. Docteur Laval. Écoutez, j'ai fait des radios là, comme vous m'aviez demandé, pour le genou et la hanche. Alors, j'ai quand même un petit souci, là je me demande si ça vient pas des médicaments. Et en fait, j'ai vu que sur la notice, il y a marqué, parce que moi je fais des crises d'asthme. Découvrir le corps de quelqu'un d'autre, c'est quelque chose d'assez spécial, je dois dire. On voit des corps qui sont plus fragiles, qui sont parfois dénudés. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations qu'on a rapidement quand on arrive dans le milieu hospitalier et qu'on ne connaît pas. Et je dois dire qu'on doit assimiler pas mal d'infos en très peu de temps. J'ai beaucoup aimé cet apprentissage des signes cliniques au lit du malade parce que c'est ça qui forge notre médecine. Quand on est externe, par exemple, on est en petit groupe et puis on va dans la chambre du patient et l'interne, il nous dit « Ah ben là, vous voyez, Madame Y, elle a une décompensation cardiaque. Et vous allez écouter ses poumons et ce que vous allez entendre, c'est des crépitants. Ça s'appelle des crépitants. Et donc du coup, on écoute et on dit « Ah bah en fait, c'est ça. Et toute ma vie, j'entendrai ce son-là et je saurais que c'est des crépitants parce qu'au moins une fois, il y a quelqu'un qui me l'a appris pendant mon parcours quand j'étais à l'hôpital. » C'est comme un peu les bruits de pas sur la neige. C'est beau, c'est poétique. Pendant les études, on apprend tout de façon un peu morcelée. Bon, ça, c'est le pancréas, ça, c'est les poumons, ça, c'est les pathologies. Et après, quand on prend de la distance et qu'on grandit, qu'on apprend, qu'on va en stage, on arrive à voir le patient dans sa globalité et faire le lien entre les signes cliniques qu'on a, la pathologie, ses antécédents. Et on a de plus en plus de lumière qu'on arrive à mettre sur des symptômes et sur des pathologies. Alors, installez-vous.
Dites-moi, je vois que vous avez un masque. Ouais, succession de problèmes là. J'ai repris l'entraînement de semaine dernière, je pense un peu trop fort. J'ai eu maintenant un petit douleur au dos. D'accord. Et voilà. Ça dépend de ce que je fais dans la journée, mais ça s'accentue par exemple quand je me penche, en faisant par exemple la cuisine, la vaisselle, ou au travail quand je porte, ou quand je marche beaucoup, pareil, comme au travail on marche beaucoup. Et ensuite, à côté de ça, je traîne tout depuis 2 semaines maintenant, je pars pas. Hier, au travail, j'avais les oreilles bouchées toute la journée. Je me souviens d'un patient qui était venu me voir, pas très bien, pas très en forme, et ça me faisait vraiment suspecter un cancer en stade avancé, et c'est en fait ce qu'il avait. Et donc, des fois, les signes cliniques sont annonciateurs d'une maladie avancée qui peut être gravissime. Et donc, c'est aussi à nous de réussir à l'interroger de la bonne façon et l'examiner de la bonne façon, puisque c'est aussi le cœur de notre métier, pour essayer d'avoir une hypothèse et de pas passer à côté justement d'un truc grave. D'habitude, je fais beaucoup de choses encore, j'ai encore assez d'énergie, mais là, en rentrant de travail, je m'endors sur la route, je suis lessivé. Depuis 2 semaines aussi ou c'est depuis... Non, ça c'est depuis mi-semaine dernière, donc bientôt une semaine. Ouais. Donc une sorte de fatigue un peu anormale qui est pas habituelle. Je crois qu'on a un rapport avec tous les sens qui sont importants. La première chose qu'on fait, c'est surtout le regard. Quand le patient, on l'appelle en salle d'attente, donc il y a juste le couloir et on l'attend devant la porte. Je trouve que voir le patient arriver nous permet déjà de nous donner plein d'infos. Souvent, les patients qui ont la tête un peu baissée, qui arrivent sans trop regarder vraiment franchement dans les yeux, et je me dis, là, peut-être que ce patient, il va pas très bien, qu'il faudra peut-être creuser, parce qu'il a pas la tête haute, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Ou parfois, on le voit boiter, on se dit, lui, il faudra peut-être qu'on voit pourquoi il boite, est-ce qu'il a toujours boité ? Moi, je porte le masque en consultation, je vois beaucoup le regard des gens, et eux, ils voient le mien, et tout se passe aussi là-dedans, être dans l'écoute active. Alors, bon, venez, on va regarder tout ça. Si vous restez comme ça, si vous penchez un petit peu en avant, là, au niveau de la flexion, vous êtes comment ? C'est souple, ça va. Ok. Bon. Ah oui, c'est bien. Quand vous faites comme ça, vous cherchez un côté et l'autre, il y a un endroit qui bloque plus ? Non, pas encore pour le moment. Ça va. Ouais. Et comme ça, en lâchant l'épaule d'un côté et de l'autre ? Ça va encore. C'est plutôt pas si mal sur... c'est pas si raide que ça. Toucher, ça se fait secondairement quand on passe de l'autre côté sur la table d'examen. Et bien sûr qu'il faut toucher les gens, qui se rendent compte qu'on va les examiner et qu'on va prendre soin d'eux. Rien que parfois, poser la main sur le bras pour prendre l'attention, pas mettre trop de distance. Bien sûr, il faut toujours demander, il faut toujours être dans le consentement. Ça, j'accorde beaucoup d'importance à ça. Je vous laisse enlever la veste, comme ça on va pouvoir regarder bien le dos. Et ce que vous pouvez faire, c'est vous allonger sur le ventre. Voilà, je soulève juste derrière vous le pull. Ouais, vas-y. Et la plupart du temps, quand il y a quelqu'un qui vient avec un symptôme, j'essaye de dire « Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on aille vous examiner ?» Et c'est pareil pour les enfants. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille voir et qu'on essaye de comprendre pourquoi tu as bobo ou des choses comme ça ? Parce que toucher, c'est à la fois important et ça permet aux patients de se rendre compte qu'on va essayer de chercher d'où vient son symptôme, mais c'est aussi de l'ordre de l'intime, sans se dire qu'on touche juste un ventre, appuyer dessus, palper. C'est jamais anodin. Je vais pincer la peau entre mes doigts et je vais la faire glisser. Normalement, ça ne doit pas faire mal du tout. Ça doit même être plutôt agréable. Si ça vous fait mal, vous me dites. Ok ? Il y a une différence quand même au moment où je passe dans la zone ici ? Ouais. Écoutez aussi avec le stéthoscope, les bruits du ventre, les bruits du cœur. Respirez bien fort, parce qu'on écoute bien partout. Je pense qu'effectivement, ça met beaucoup de nos sens à contribution et on se rend pas compte qu'on utilise tout ça et même taper à l'ordi, toucher rapidement, ça nécessite aussi une certaine dextérité pour aller vite, taper l'examen clinique. On utilise nos doigts, nos oreilles, nos yeux au quotidien. Ma première confrontation à la mort, ça a été lors de mon premier stage infirmier. J'étais en traumato-orthopédie à l'hôpital de Mulhouse. C'était une personne âgée, c'était un décès attendu. Je me souviens pas tant de son visage, mais je me souviens du visage de la mort, entre guillemets, pour dire que c'est un peu quelque chose qui reviendra à chaque fois. Et c'est toujours un peu cet aspect un petit peu de l'absence de vie qui est assez typique et assez difficile. Et ça a jamais changé. C'est toujours difficile de voir un défunt. Mais je dirais ce qui a été aussi le plus marquant pour moi, c'est qu'il y avait sa fille qui était dans les couloirs et qui venait la voir souvent, et elle est revenue monter dans sa chambre au moment où elle était décédée. Et croiser le regard de la fille m'avait beaucoup touchée parce que j'avais pas su trop comment réagir. J'avais trouvé ça difficile d'être confrontée plutôt aussi aux endeuillés. Les défunts restent défunts, donc avec eux on parle plus, mais c'est avec les familles qu'on parle aussi, avec les proches, et ça c'est quelque chose qu'on apprend aussi avec le temps, à gérer ces émotions-là, ses propres émotions à soi, et accueillir les émotions de l'autre.
Si je dois parler d'événements un peu plus traumatisants où j'ai été confrontée à la mort d'une façon qui m'a beaucoup décontenancée et beaucoup déstabilisée, c'était pendant la période du Covid, parce que j'étais en stage en tant qu'interne en médecine interne à l'hôpital de Mulhouse. Et ça a été un des premiers services hospitaliers à voir des patients Covid durant l'épidémie. Vraiment un des tout premiers. Avec une semaine d'avance sur le reste du pays, l'hôpital tente de faire face au virus. Sur le pied de guerre, le personnel de l'hôpital de Mulhouse voit le nombre d'hospitalisations augmenter sans cesse. Les soignants tentent tant bien que mal de s'adapter. Chaque jour, aux urgences de Mulhouse, ils voient les malades affluer et les décès s'accumuler. Et on a été pris dans une sorte de vague terrible. Ça m'a bousculée profondément parce que moi qui veux faire de la médecine générale et qui fais de la médecine générale, je suis en face de patients qui discutent de leur vie, qui sont en habit de ville, qui sont face à moi, assis. Et je me retrouve à l'hôpital à faire des gardes avec 3 patients qui meurent, 2 patients qui sont transférés aux urgences. Ça a été une période de ma vie de médecin, de ma vie d'interne, qui m'a vraiment marquée, je dirais, sur un intervalle de quelques semaines, où j'ai vu plus la mort défiler que ce que je pouvais m'imaginer, en fait. Et ça a bousculé toutes mes certitudes, qu'on pouvait croire qu'on pouvait faire plein de choses en médecine, mais qu'il y a plein de choses qui nous dépassent. Et quand on aimerait donner à des familles des retours positifs, on aimerait leur dire que ça va aller et qu'en fait on peut pas, parce qu'on n'a aucune idée de comment ça va évoluer. Quand d'une minute à l'autre, le patient va bien, tu sors de la chambre et une demi-heure après, il est en train de désaturer et il doit aller en réanimation alors qu'il a même pas 40 ans. Ça m'a profondément heurtée humainement et dans mon parcours de médecin. Et je suis encore assez émue de parler de cette période-là. L'hôpital, c'est très bien. Je dirais qu'on a tous fait bloc ensemble. On a été avec les co-chefs, les co-internes, l'équipe paramédicale. On a fait tous du mieux qu'on pouvait. Et je garde de cette période-là beaucoup de soutien, de solidarité. Mais l'hôpital, les gardes, les bips, tout ça, ça m'a traumatisée, on pourrait dire oui. Ça m'a vraiment déstabilisée. Les prises en charge de fin de vie, des désaturations massives, des masques à haute concentration, toute cette effervescence sur des grosses détresses respiratoires, je pense à chaque fois à ça et ça me met relativement mal à l'aise et ça me ramène à chaque fois à cette période de ma vie qui était une période à laquelle personne n'aurait pu se préparer et qui nous a tous heurtés dans nos vies de médecins. Salut. Actuellement, moi, je suis médecin remplaçante. Ça fait 2 ans, donc j'ai fini mon internat. Moi, je trouve que c'est un mode d'exercice qui me va très bien. On peut faire pas mal de choses. On a accès à l'infrastructure du médecin qu'on remplace. Là, par exemple, on est dans le bureau du médecin remplacé et on est dans la maison de santé. Donc avec une équipe infirmière, d'autres médecins. C'est un endroit qui est vraiment propice à une activité de soins de qualité avec des collègues. Et ça, je l'aurais pas si je m'installais seule. Voilà, oui, tu peux. Très rapidement, dis-moi. Juste pour pouvoir m'envoyer au cardiologue, comment est-ce que je fais pour avoir un rendez-vous rapide? Elle était pas bien? Non, elle est bien. Elle venait juste pour son renouvellement. Et t'as eu une asymétrie auscultatoire et t'as fait un... Ouais. Ah ouais. Ok. Mais effectivement, c'est asymétrique. Pour toi, c'est un flotteur ou une fibrillation? Ça a l'air... Alors, ça ressemble à un flotteur, mais... Mon conseil. Moi, quand j'ai un ECG, que je suis pas la pro d'ECG, j'envoie la photo de l'ECG au cardio. Justement, j'ai pas les adresses et je sais pas. Il y a un mail des cardiologues qui est dispo. Ouais. Si tu tapes, je crois que tu peux trouver son nom. Ou alors cabinet de cardio. Ça marche, merci. Mais je t'en prie. Le problème parfois pour certains patients, c'est qu'ils aiment pas trop avoir des médecins remplaçants. Et je comprends. Mais au fur et à mesure, en étant là depuis longtemps, ils commencent aussi à voir qu'ils peuvent avoir confiance en nous. Ils se sentent aussi à l'aise. Parfois, ils reviennent même nous voir, nous, plutôt que le médecin habituel, parce qu'on a une autre approche. Et je pense que c'est valorisant aussi pour nous de voir qu'on peut apporter
un autre point de vue. Et le médecin qu'on remplace est souvent aussi très content parce que parfois il a l'impression de ne pas avancer avec certains patients et nous on voit le problème d'une autre façon. Et en fait j'ai l'impression que ça roule assez bien. Une patiente que le médecin que je remplace voit régulièrement à domicile. Quand il était en congé, il fallait un peu prendre le relais sur cette dame. C'est une patiente avec de multiples comorbidités qui a plein de problèmes de santé, qui voulait pas trop se faire soigner. Et, ça a été un peu compliqué de réussir à la convaincre d'aller à l'hôpital. En essayant de lui parler, j'ai finalement réussi à la convaincre d'y aller alors que c'était pas gagné d'avance. Peut-être en expliquant les choses différemment, en ayant une autre approche et en n'étant pas forcément le médecin qu'elle voit d'habitude. Ça lui a peut-être permis de changer d'avis et tout le monde était très content finalement. Et elle aussi, et moi aussi, de me dire que ils nous font aussi confiance, même en ayant un statut particulier qui n'est pas le médecin traitant, le médecin de famille. Alors, comment ça va? Avec l'humidité, c'est dur. C'est dur? Ouais. Le coroscanner. Le coroscanner. Ah, vous avez eu un épisode de tachycardie, là, votre cœur, vous avez eu du stress ou... Ouais, ça il y a un monsieur qui est rentré. Ah, ça vous a... Ah bah oui. Ah bah oui. Elle était en train de me mettre les électrodes et elle est rentrée... Et ça, d'un coup, ça s'est pas bien passé pour vous? Vous avez eu... Ah ouais, non, mais j'avais honte, quoi. Ah, c'est ça. Ouais, vous êtes senti mal à l'aise? Oui. Vous l'avez dit? Non, bon, je pense qu'elle a dû le voir. Il fallait pas hésiter à leur dire, parce que vous avez le droit de pas être à l'aise, parce que c'est votre corps. J'avais une brassière, mais même c'est... Bien sûr, c'est intrusif, vous le connaissez pas. Déjà que on n'est pas trop à l'aise quand on est à l'hôpital, qu'on doit nous mettre les électrodes pour faire un examen. Bon, comme c'était une dame, ça allait, elle était très gentille. Mais du fait que ce monsieur rentre... Ouais, ça vous a bloqué. Et c'est pour ça qu'après, le rythme cardiaque s'est accéléré, vous pensez que ça a un peu joué? Je pense que c'est ça. Indépendamment de ça, il n'y a pas d'anomalie, de trajet, ni d'émergence des vaisseaux. En étant remplaçante, on a juste besoin de venir ici avec son stéthoscope. On s'installe au bureau, on a accès au logiciel et on peut tout de suite travailler et être sur le terrain sans avoir de contraintes administratives, en tout cas beaucoup moins que si on est médecin installé libéral. Par exemple, là, à la fin de la journée, je fais la comptabilité des patients du jour, donc ça me prend globalement pas beaucoup de temps. On participe quand même aux charges du cabinet sur un pourcentage des recettes gagnées sur la journée. C'est globalement la seule charge administrative un petit peu embêtante, et en même temps non, puisque c'est pour gagner sa vie, qu'on a en étant remplaçant. On a aussi cette flexibilité-là de ne pas travailler non plus tout le temps. Et pour autant, financièrement, je m'y retrouve à chaque fois. Donc je dois dire qu'on gagne très bien notre vie, quel que soit le mode d'exercice. Mais après, c'est vrai que les études de médecine, elles sont longues, elles sont fastidieuses. Après le bac, on a 18 ans, on a 19 ans, on passe 10 ans sur les bancs de la fac. Je crois qu'on mérite aussi d'avoir un salaire conséquent et sur le terrain, on a beaucoup de responsabilités. Le salaire derrière qui peut en découler, je pense qu'on le mérite quand même. Elle se sent pas bien. Elle se sent moins bien, ouais. Alors bon, il y a des fois, j'ai dit, maman, tu en as parlé au docteur Laval que tu te sens pas bien. Ah non, j'ai oublié. Bon, moi, je sais pas. Donc s'il vient le matin, moi le matin, je suis chez maman. Ouais. Et moi, je veux bien lui en parler, docteur Laval. Mais maman, je sais que plus vite ça va, moins elle embête le médecin, mieux elle est. Après, je veux dire, docteur Laval, nous on le croise. Moi, je peux aussi lui notifier ce que vous m'avez dit, ou si vous voulez faire un mail, où vous dites un peu la situation pour votre maman, le mail, on lui laisse, et puis il a les infos. Donc, je vous paye déjà pour moi, et je vous paye pour moi. Moi, c'est 7,50 normalement. Ouais, maintenant, c'est 7,95, puisqu'on a eu la revalorisation de la consulte. Et voilà. Merci. Et puis vous nous tenez au courant si le docteur Caraza vous rappelle. D'accord. Pour votre maman. Bonne journée, docteur. Au revoir. Alors là, on se situe à Haute-Marsheim. C'est une commune qui se situe dans le Haut-Rhin, qui fait un peu moins de 2000 habitants. Donc c'est plutôt un petit village. Donc c'est plutôt de la patientèle rurale. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi. Ça me plairait plus de continuer à travailler dans ce type de lieu plutôt qu'au centre-ville. Je sais pas, il y a un truc du rural ou du semi-rural qui me touche. Je sais pas, il y a un cadre, il y a une ambiance. Je sais pas trop expliquer comment, mais ce cadre-là me semble plus agréable que le cadre vraiment strictement du travail en ville. On ressent quand même qu'il y a certaines personnes qui sont contentes de venir nous voir, qui s'apprêtent aussi souvent. J'ai en tête un patient qui était un ancien militaire qui est toujours habillé, malgré ses 80 ans passés, toujours habillé en costard. Alors lui, il a autour du cou une douille de pistolet ou de fusil. Il a son béret, il a ses petits écussons sur sa tenue. Et on sent qu'il a une certaine fierté à venir. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont isolées. Et pour autant, elles ont forcément des choses à raconter. Elles ont un parcours de vie parfois qui est intéressant et on peut apprendre plein de choses en discutant, en prenant un peu le temps. Alors on n'a pas toujours le temps,
Et ils viennent aussi un peu pour ça, parce que parfois ils viennent tous les mois pour leur renouvellement. Bon, il n'y a rien qui a vraiment bougé, on a fait un peu le tour de tout ce qu'il faut faire, mais discuter un peu avec eux, c'est là aussi la place du médecin, se rendre compte qu'ils peuvent venir parler de tout, de leurs angoisses, de leurs peurs, de leurs inquiétudes. La personne âgée déprimée, c'est aussi quelque chose à prendre en considération. On a le droit d'être heureux à tous les âges de la vie et d'être épanoui, comme il y a des personnes qui ont 90 ans que je vois qui semblent très enthousiastes et très contentes, qui font plein de choses, et d'autres qui ont peut-être besoin d'un coup de pouce pour aller mieux. Et c'est OK, et je crois que c'est important de prendre ça en considération. On commence par qui ? Monsieur. Monsieur. C'est celui qui a dégainé la carte vitale en premier. Voilà. Écoutez, j'ai fait des radios là, comme on avait demandé, pour genou et la hanche. Alors... Et les hanches, ça pose pas de problème. Bon, en gros, tu es en accord avec ce qu'on pensait, il y a Absolument. de Probablement que chez vous, ça fluctue un peu ou c'est tout le temps un peu pareil? Il y a des moments où ça va mieux? Non, oui, ça dépend aussi du temps. Il y a le temps joue aussi beaucoup, mais autrement... En ce moment, les patients, ils sont pas contents avec la pluie. Oui, forcément, ceux qui ont des problèmes d'articulation, c'est logique. Ce qu'on pourrait faire, si ça va moins bien ou vous avez envie, c'est faire un peu de kiné pour le genou. À quoi? Du kiné? Elle n'a pas l'air trop partante. Mais c'est pas la question, c'est que moi j'ai des gros problèmes de santé maintenant et puis plein de rendez-vous à venir. Ah oui, donc non, mais maintenant on parle de mon genou. Oui, mais on parle de mon genou. C'est-à-dire pour que tout se goupille, ça va être un peu compliqué. Disons que c'est lui qui me conduit. Oui, je vois. Après, ça nécessite une organisation, mais c'est faisable. Absolument, c'est faisable. En tant que médecin, effectivement, et jeune médecin, on a beaucoup de doutes. Moi, j'ai beaucoup de mal avec justement la légitimité de trouver ma place. C'est un peu difficile quand on n'a pas énormément d'expérience. Mais j'ai aucun problème à dire aux patients que je ne sais pas et à leur dire, écoutez, là, j'ai pas d'idée de ce que vous avez. Mais par contre, on va demander à mes collègues, je vais demander à un de mes confrères. Aujourd'hui, on a la possibilité de demander rapidement des avis avec des spécialistes. Et je pense que les patients, ils sont plutôt... j'ai l'impression qu'ils reçoivent ça quand même plutôt d'une bonne façon, puisqu'ils se rendent compte qu'on va quand même s'occuper d'eux et que nous, en tant que médecins généralistes, on doit savoir déjà tellement de choses, mais tout savoir, c'est impossible. Et s'en rendre compte, l'assumer et le dire, pour moi, c'est complètement OK. Et j'arrive de plus en plus à gérer ça. Et je pense que l'humilité est extrêmement importante parce que c'est un métier qu'on met beaucoup en avant dans la société. Je crois qu'il ne faut pas se mettre sur un piédestal parce qu'on est dans un métier humain. Mais on voit bien, on est en face de patients. Ils ont des doutes, ils ont peur, ils ne sont pas hyper à l'aise. Et je crois que se placer un petit peu dans une relation qui est plutôt horizontalisée, se mettre à la place du patient et dire, moi, quel médecin j'aurais envie d'avoir en face de moi et être ce médecin-là, je crois que pour moi, c'est la meilleure version du médecin que j'aimerais être. Merci. Alors, madame. J'ai du cholestérol. Oui. Et puis, j'ai acheté ça à la pharmacie, seulement en regardant, à partir de 70 ans, il ne faut plus le prendre. Alors, j'ai rien pris. Vous l'avez payé, mais vous ne l'avez pas encore commencé, c'est ça? Non. C'est clair. En réalité, j'en sais trop rien, moi. C'est marqué, c'est sans Il faudrait peut-être voir avec le pharmacien. Ben non, en fait, je ne sais pas trop. C'est médecin. Ouais, mais alors du coup, les adultes de plus de 70 ans, moi, je ne sais pas trop pourquoi. Oui, on ne sait pas pourquoi. C'est des enzymes, de la levure de riz rouge, de l'artichaut. Je pense qu'on peut toujours continuer à manger de l'artichaut après. Peut-être à cause de l'artichaut, non? Je ne sais pas. Vous pouvez poser la question au pharmacien, peut-être il saura mieux. Je ne pense pas que ce soit dramatique. Oui, mais je ne l'ai pas pris. Le cholestérol total est un peu élevé, oui, mais il prend en compte aussi le bon cholestérol. Voilà. Et le bon cholestérol chez vous est très élevé. Très élevé. Donc ça, c'est alors le néphrologue, je vous dis honnêtement, il s'en fout de ça, parce qu'il a dit que ça n'existe pas, le bon et le mauvais. Ah bon, lui, il n'était pas d'accord. C'est ce qu'il nous a expliqué. Ouais. Ça, à son niveau à lui, puisque bon, pour les reins, il faut quand même faire très attention. Peut-être que lui, il est plus strict par rapport au rein. Sûrement, je pense. Moi, j'ai tendance à jamais trop mettre en avant le fait que je sois médecin, même en dehors de ma profession, parce que ça me définit pas. Ma personnalité, c'est pas que être médecin. Parfois, on a tendance à dire, ah ben oui, t'es médecin, waouh. Mais en fait, on n'est pas que le métier qu'on fait. Penser à faire passer sa vie personnelle avant sa vie professionnelle, je crois que c'est important quand même, parce que le boulot, ça nous fait vivre, mais il faut profiter de la vie. Et je crois que le métier qu'on fait nous permet de nous rendre compte que la vie, elle peut basculer à tout instant, que tout peut arriver, sans être complètement dans le désespoir, mais pour dire que c'est important de vivre sa vie
Moi, j'ai moins de 30 ans. Si j'ai envie de passer du temps voyager, je vais essayer de le faire et de trouver le temps. Je fais de la course à pied, donc j'essaye d'aller courir 2 à 3 fois par semaine et j'aime bien l'aquarelle. J'aime bien pouvoir profiter aussi avec mes amis, avec mon compagnon, qui lui n'est pas du monde médical, donc ça me permet aussi de bien déconnecter. J'arrive à quitter le milieu médical et ne plus y penser. Malgré ça, parfois, on a des situations en tête qui nous gênent, qui nous ont mis mal à l'aise. J'ai ma collègue directe, Floriane, avec qui je travaille habituellement, et j'ai mes co-internes, tous mes collègues en médecine avec qui on discute beaucoup, on échange pas mal, en dehors des consultations, pour parler un petit peu de cas qui nous ont marqués. Et ça permet aussi de souffler et de se dire « Ah, est-ce que vous pensez que j'aurais dû faire comme ça ? Ah oui, mais t'inquiète pas, moi j'aurais fait pareil. » J'en parle toujours un peu parce que ça me fait du bien et ça me permet de conforter certaines de mes décisions et pas de me rendre malade pour certaines choses. Et j'arrive aussi complètement à couper parce que c'est important et parce que sinon, si c'est tout le temps boulot, moi je pense pas que ce soit la meilleure façon de trouver son équilibre. En fait, je dirais que la médecine, c'est un peu les montagnes russes des émotions. Parfois, on a envie de tout arrêter et on se dit « Mais qu'est-ce que je fais là ? C'est trop dur, c'est trop de responsabilités. Je veux pas faire ça, je veux plus faire ça. » Et d'autre côté, on a des moments vraiment agréables où on partage des choses avec les patients, où les patients ils nous le rendent bien parce qu'ils sont satisfaits. Et ça, quand on est complètement en accord avec nos valeurs, qu'on a l'impression d'apporter une écoute attentive, que les gens sont heureux d'avoir en face de quelqu'un qui les écoute, là on se dit mais pourquoi j'arrêterais ? Est-ce que je peux faire autre chose ? Dans le métier que je fais, quand je rentre de consultation, j'ai l'impression d'être en accord avec mes valeurs et ça je crois que c'est hyper important. J'ai trouvé un équilibre, j'ai apporté mon aide aux gens, quelle que soit l'aide apportée, des fois il y a quelqu'un, une patiente, elle a un bouchon de cérumen dans l'oreille, elle n'entend rien, elle vient parce que ça va pas du tout, elle n'entend pas. On enlève le bouchon et puis la patiente est très contente et elle est satisfaite. Et moi, ça me suffit à me satisfaire aussi et à me rendre heureuse de me dire le métier que je fais, il me permet de faire ça, même si c'est pas grand-chose. Il y a d'autres trucs plus graves où là, on arrive à apporter notre aide aux gens. Et moi, quand je rentre chez moi, je me dis j'ai pas menti, j'ai pas travesti la réalité, j'essaie d'être à l'écoute. Et ça m'a pris beaucoup d'énergie, ça il faut le dire, mais à la fin de la journée, je suis heureuse de ce que j'ai pu apporter aux gens et je suis en accord avec mes valeurs. Et en ce sens-là, je trouve mon équilibre dans le métier et dans ma vie perso où j'arrive aussi à prendre le temps. Voix de médecin est un podcast de What's Up Doc disponible une fois par mois partout où vous écoutez des podcasts. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-le à vos proches et mettez-nous des étoiles. Le tournage, l'écriture et la réalisation ont été assurés par Margot Kefelec, le directeur de la publication c'est Mathieu Durand, la rédactrice en chef Alice Deschenaux et le rédacteur en chef adjoint Luc Angevert. Le générique est composé d'extraits du film Hippocrate réalisé par Thomas Lilti, du dessin animé Bugs Bunny et d'une archive de l'INA. À très vite.